ChatGPT, c'est le bon élève. C'est de l'IA, c'est du texte généré, mais voilà, ça manque un peu de créativité. Quand tu mets un contenu en ligne, idéalement, il faudrait passer autant de temps ensuite à le relayer. Troisième conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas se laisser avoir par l'IA. Penser aujourd'hui pour devenir rédacteur web, je pense qu'il y a encore de la place sur le marché. Et après, Claude, pour moi, c'est l'outil qu'il faut utiliser pour la rédaction de texte. La prochaine grosse menace, elle apparaît, elle est déjà en place. Salut à tous, on est de retour dans Discussion pour parler cette fois de contenu généré par IA et j'accueille avec grand plaisir Geoffroy Paré. Salut Geoffroy. Salut Laura, puis bonjour à toutes, bonjour à tous. Geoffroy, t'es rédacteur depuis 12 ans, si je ne me trompe pas, C'est ça, depuis ouais, 2012 exactement. et t'as pris le virage ChatGPT, mais pas que, les IA génératives, depuis 1 ou 2 ans. Depuis que ça a commencé à généraliser, effectivement, j'ai embrassé la révolution de l'IA pour la prod de contenu, on peut dire ça, ouais. Et du coup, on bosse ensemble, hein, on va pas trahir de secret C'est vrai. depuis quasiment 10 ans d'ailleurs. Et Ouais. aujourd'hui, on va répondre à une question, et je me permets de la lire parce qu'elle est essentielle. Jusqu'où peut-on automatiser sa rédaction de contenu sans perdre en qualité? Et on va rentrer dans le vif du sujet avec la première question qui pour moi est une des plus importantes, c'est quel contenu on peut rédiger avec de l'IA et quel contenu on ne devrait pas rédiger avec de l'IA. Il y a des contenus qu'on peut confier à de l'IA. Moi, mon sentiment, c'est que si on a un maximum d'infos, un maximum de contexte, plein de données à lui confier, et que c'est un contenu sur lequel tu as une faible valeur ajoutée, toi personnellement, à apporter, on peut y aller. Typiquement, si vous avez un site e-commerce et que vous avez des fiches produits et que vous vendez des produits comme plein d'autres concurrents, vous pouvez apporter votre petite touche avec l'IA, mais vous n'allez pas faire des fiches produits qui vont être révolutionnaires. Si quelqu'un cherche un produit, ce qui va révolutionner la fiche, c'est plutôt euh, comment le produit est présenté, qu'est-ce que vous mettez en avant comme bénéfice, mais ça, vous pouvez le faire avec de l'IA. Par contre, ce que tu ne peux pas confier à de l'IA pour l'instant, à mon sens, c'est tout ce qui est très nouveau, très frais, tu vois. Je pense à des articles d'actualité. Alors, il y en a qui vont me dire, mais si on peut faire du discover avec de l'IA, c'est vrai. Mais par exemple, il va y avoir la présentation d'une nouvelle loi, il y a une sortie du Conseil des ministres et il y a toutes les infos qui tombent. L'IA, là, elle va être un peu sèche, quoi. Donc, c'est plutôt tu peux lui donner le communiqué de presse, lui demander de le remouliner, mais tu vas avoir, toi, ton jugement à chaud, les informations que tu peux capter sur le vif, que tu vas enrichir. Donc, tout ce qui est contenu frais, et puis aussi tout ce qui est contenu, selon moi, qu'il ne faut pas trop confier à l'IA. Contenu, mais ça recoupe ce que je viens de dire. Là où tu peux vraiment apporter une valeur ajoutée humaine, tes données perso, qui sont pas encore sur le web, qui sont peut-être dans des livres, mais qui sont pas forcément sur le web, et que du coup, l'IA ne va pas trouver. Pour donner un exemple, sur Abondance, on essaie de créer des contenus de plus en plus, des contenus froids, vraiment de conseils. Ouais. Et en fait, on se rend compte que quand on demande, par exemple, un contenu sur comment bien se vendre en tant que consultant SEO, quand on demande du fond à ChatGPT, il va évidemment donner ce qu'il connaît. Et en réalité, nous, de notre expérience, on a des vrais tips du terrain qui sont pas forcément présents sur le net. Et du coup, Ouais. c'est finalement un peu plus intéressant d'écrire et de dire vraiment, en fait, moi, voilà comment je fais, plutôt que de demander à une IA de reprendre ce qu'il a dans son dataset, quoi. Un, ce que tu dis, ta connaissance perso que tu peux apporter. Deux, il y a aussi, moi je dis souvent que le savoir est dans les livres. Là, on voit pas parce que on filme moi et mon petit arrière-plan, mais je suis entouré d'un millier de bouquins, majoritairement sport auto, mais finance, santé, développement personnel, tu vois, plein de trucs. Et il y a plein de contenus. En fait, on fantasme toujours sur le volume de contenus qui sont produits chaque jour sur Internet, la masse de données que ça représente, mais il y a encore plein de savoirs qui sont dans les bouquins et qui sont pas du tout sur le web. Mais c'est ça qui a fait la différence par rapport à un contenu généré par IA, où n'importe quel modèle d'IA ne va pas avoir cette connaissance humaine ultra spécifique. Tu vois, on parle vraiment de détails, mais et ça va jouer dans les détails, de toute façon, la création de contenu à l'avenir, hein. Donc voilà, faut essayer d'aller chercher ça, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce qu'il y a des contenus que tu laisses entre les mains de tes clients à rédiger? Est-ce que toi, tu es capable de tout rédiger? Voilà. Qu'est-ce qu'on confie à un rédacteur et qu'est-ce qu'on garde pour soi dans une entreprise? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Tu vois, historiquement, moi, je peux tout écrire, c'est ce que je dis à chaque fois. Je peux écrire sur toutes les thématiques. À chaque fois qu'il y a un prospect me demande, j'en ai eu un hier encore sur l'entretien du parquet, tu vois, les produits de traitement du bois. Et à un moment, on avait une bonne conversation, et à un moment, il prend du recul, il me dit, mais en fait, et vous connaissez pas le domaine, donc est-ce que je devrais passer par où? Parce qu'en fait, vous y connaissez rien. Je fais, non, je vous confirme, j'y connais rien. Mais je vais apprendre, en fait, et c'est mon métier. Moi, j'écris à la fois pour des entreprises qui font de la garde d'enfants à domicile, qui font
de l'investissement dans des SCPI qui vendent des voitures. Enfin, en fait, je suis devenu spécialiste de plein de thématiques que je ne connaissais pas à la base. Et parfois des thématiques qui sont vraiment très, très pointues, tu vois. Mais donc, en fait, potentiellement, on peut tout confier à un rédac. Moi, je trouve que la seule limite qui reste, et qui, à mon avis, restera avec l'IA, c'est tout ce qui est contenu à caractère un peu confidentiel. Je pense que sur certaines données un peu sensibles ou sur certaines choses que tu veux pas voir fuiter à l'avance, et les choses sur lesquelles tu veux garder un discours de marque, quand tu travailles avec une petite boîte, c'est assez ouvert. Mais plus tu montes avec des grosses entreprises, plus il va y avoir des personnes qui vont être responsables du discours de marque, du vocabulaire qu'on emploie. Dans ces cas-là, d'expérience, mieux vaut leur laisser, parce que sinon tu vas avoir 50 retours sur la Ouais. tournure de la phrase, elle est pas bonne. En fait, c'est plus parce que l'IA ne change pas grand-chose. Je pense que c'est plus la tonalité, la valeur du contenu. Ça, je conseille pas de le prendre. Et ça, c'est un conseil que je donne aux rédacteurs. Peut-être qu'il y en a qui le regardent. Quand tu es rédacteur web, ne prends pas du contenu où tu sens qu'il y a beaucoup de la valeur de l'entreprise et de l'ADN de l'entreprise dans ce contenu-là, parce qu'ils vont te saouler à faire 50 retours. Tu prends une page d'accueil, par exemple, Oh là tu là. prends, tu vois, ces pages-là où en fait on est Qui sommes-nous? quasiment... Qui sommes-nous, les pages à propos? En Ah fait, bah on bien est sûr. quasiment dans l'UX writing. Donc Mhm. c'est... Et d'ailleurs, je pense que ce serait une perte de temps de vouloir rédiger ces pages-là avec l'IA. J'en ai fait. J'en ai fait des pages qui sommes-nous avec des clients. Ils me disent, bah, on voudrait une page qui sommes-nous. OK. Quelles sont les données d'entrée? Enfin, qu'est-ce que vous me donnez comme info? Ah, Vous je fais une voyez bien? présentation. Enfin, tu vois, mais je dis, vous existez depuis combien de temps? Ah ouais, t'as besoin de ça. Je dis, mais tu veux que je mette quoi dans un qui sommes-nous en fait? Enfin, Ouais. donc ça, bah, il y a des entreprises qui peuvent le générer par IA. Mais ça, ouais, je pense que c'est des pages qu'il faut garder en interne. Il faut faire l'effort de. C'est pas toujours évident, hein. Il y a des boîtes qui voient pas l'intérêt d'écrire ce genre de texte, alors que souvent, ça a une grande valeur si c'est le fondateur, par exemple, qui se pose, qui prend 1 heure pour écrire le contenu. Et après, on passe en tant que rédacteur pour dire, attends, là, faute d'orthographe, la syntaxe, ok, on remet en forme, mais c'est mieux que ça émane à la base plutôt de quelqu'un en interne que d'un rédacteur. Ouais. Je disais en introduction, tu es passé à ChatGPT, ou tout du moins aux IA génératives depuis à peu près 2 ans. Il y a un terme que tu emploies qui est rédacteur augmenté. Comment est-ce qu'on passe de rédacteur à rédacteur augmenté? Comment est-ce que tu traverses cette vague qui a révolutionné ton métier et aujourd'hui, tu assumes et tu le dis et c'est un argument de vente d'être rédacteur augmenté? Alors, le terme vient pas de moi, hein. La paternité vient de Baptiste Guiraud, qui est un autre rédacteur, bah, qui est le premier rédacteur augmenté, on va dire comme ça. Qu'on salue. euh, voilà, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Moi, je le suis sur Twitter et qui est assez actif sur toutes ces questions de rédaction par IA. Et du coup, je lui ai emprunté le terme, il l'a validé, c'est bon, j'ai les droits pour l'utiliser. Non, mais plus sérieusement, ouais, c'est vrai que quand il a expliqué ça, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent parce que moi, je me suis toujours senti comme étant un rédacteur efficace, dans le sens où maintenant, c'est plus vraiment des secrets, donc je peux les balancer, mais ça fait depuis le début que j'utilise des logiciels de reconnaissance vocale, pardon, pour dicter. J'écris très peu finalement. Comment ça marche pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça? La diction, tu paramètres une touche sur ton clavier ou quand tu appuies dessus, ça ouvre ton micro et ça dicte. Et donc du coup, ça génère dans une petite boîte de dialogue, tu as ton texte. Si tu es dans Word, ça le met dans Word. Mais sinon, si tu es en train de te balader sur Google Chrome, comme ça va t'ouvrir une boîte de dialogue. Et ensuite, tu peux le balancer dans une IA. Donc, moi, c'est quand il y a un truc qui me vient, bah, plutôt que de dire à une IA, reprends ton texte, mais ajoute plus essaye de m'ajouter un tableau. Enfin, tu vois, je le dicte, ou alors je l'ai automatisé. C'est là où on continue sur le côté rédacteur plutôt efficace, c'est que j'ai aussi un Stream Deck, donc truc qui est utilisé normalement par les streamers, mais moi j'ai automatisé plein de tâches dessus, du genre à mettre en gras, mettre les intertitres, Mmh. enfin voilà, tu vois, je gagne des petites secondes comme ça. Donc quand l'IA est arrivée, bah moi je me suis dit c'est un truc de fou, je vais évidemment m'en servir. Je suis devenu augmenté parce qu'en fait tu peux vraiment aller plus vite, clairement. Et ça, c'est un vrai enjeu en tant que rédacteur. Aujourd'hui, les clients, ils demandent beaucoup plus de prod par rapport à avant. Si tu factures à la journée, avant, tu leur vendais, je sais pas, 3 4 contenus, maintenant, ils en veulent 10. Et ils ont raison, parce qu'on va plus vite à les écrire. Par contre, il faut être clean. Il faut dire, j'utilise de l'IA. C'est plus un secret que tu peux garder en disant, j'utilise de l'IA, le client ne le sait pas, Ouais. et du coup, je lui vends une presta à 150 balles, et en fait, ça m'a coûté même pas 10 euros à faire. Non, non. Moi, je suis assez transparent sur le fait que je l'utilise. Et d'ailleurs, mes clients viennent chercher ça aussi. Ouais. Rentrons dans le vif du sujet du comment. Évidemment, pour moi, le prompting, c'est une des étapes les plus importantes. Alors, je te demande évidemment pas de nous livrer tous tes secrets. Quel conseil, toi, tu aurais à donner pour aider les personnes à améliorer leur prompt et du coup sortir des contenus de meilleure qualité? Alors,
Moi, premier conseil que je donnerais, c'est être précis sur ce qu'on veut. En gros, on a un outil qui est dingue en face, que ce soit ChatGPT ou d'autres modèles. Enfin, si vous avez déjà utilisé un outil IA, vous vous souvenez que les premières fois où tu poses une question, et même sur un truc un peu pointu, et quand tu vois une réponse qui déroule, c'est grisant, quoi, la sensation, c'est incroyable. Donc ça, c'est bien, mais il faut pas laisser trop de liberté. En fait, au tout début enfin, tout début, peut-être non, il y a un peu plus d'un an, souvent il y avait des parallèles avec le fait que ChatGPT est un peu comme un enfant, c'est-à-dire que pas au niveau connaissance, mais en tout cas au niveau fonctionnement, c'est-à-dire que si tu veux qu'il marche bien, il faut lui répéter plusieurs fois la même consigne. Bon, je sais pas si c'est vrai vraiment avec les enfants, enfin, c'est pas toujours le cas avec les miens, mais en tout cas, il y avait ce côté un peu, tu sais, turbulent, quoi. Genre, tu lui dis un truc, il le fait pas. Bon, alors tu lui répètes, bah, ça c'est vrai. Et surtout, ce qu'il faut, c'est être précis. Je veux un article qui parle des bénéfices qu'on peut avoir à consommer des compléments alimentaires si on a une carence en tel truc. Ou alors, en tout cas, tu peux demander un article générique, mais après, à l'intérieur, il faut que tu dises, il faut que tu fasses une partie dédiée à l'apport des compléments alimentaires pour les sportifs. Il faut que tu fasses une partie, parce que lui, il va pas le deviner tout seul. Alors, au pire, enfin au mieux, vous avez un peu de chance. Il va lui-même prendre l'initiative de vous proposer des parties qui sont sensées et qui donnent un contenu qui est cool. Sauf que s'il le fait pour vous, il va aussi le faire pour votre concurrent qui va utiliser l'IA. Ou alors, vous êtes malin et vous anticipez et vous vous dites, OK, il me faut une partie sur ça, une partie sur ça. À l'intérieur de telle partie, je veux que tu parles de ça et de ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est être précis et pas hésiter à faire long. C'est un peu mon deuxième conseil, faire des prompts qui sont longs. 500 mots, 800 mots, 1000 mots. C'est pas coupé en deux prompts. Enfin, je sais qu'on en a parlé. Tu m'as déjà Hum, dit que parfois tu fais ça. Tu fais un premier, il génère quelque chose. on repasse Deuxième tournée. dessus. Ouais, moi je fonctionne comme ça. Donc voilà. Et puis le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas se laisser avoir par l'IA. Toujours challenger en fait ce que l'IA te dit. Là, ça rejoint ce que je disais juste avant, mais s'il te sort une étude, moi j'ai un exemple j'ai une cliente qui est dans le monde du bâtiment, qui a un domaine très normé pour le coup, et qui bosse avec des entreprises qui font de la rénovation énergétique, amélioration de la performance, etc. Et donc moi, je lui ai demandé des articles et il me sort des normes qui n'existent pas. Hum. C'est-à-dire qu'il me dit, comme on l'apprend dans la norme, machin, et mais il te sort tout, c'est-à-dire qu'il te sort un numéro de norme, il te sort une année, réalisé par tel institut, tu as même un lien, tu cliques sur le lien, bien sûr, c'est une page 404. Donc, enfin, c'est incroyable. Et donc, si tu veux automatiser, puisque c'est un peu la question du jour, jusqu'où on peut automatiser, bah, ça, on peut pas l'automatiser. Moi, j'ai pas de solution aujourd'hui pour faire des contenus, aussi bon soit-il, avec un excellent prompt, comme je viens de le dire. Ça, ok, jusque-là, c'est bon. Mais après, le balancer en ligne sans avoir une relecture par quelqu'un du métier et un rédacteur, un rédacteur pour la forme et quelqu'un du métier pour le fond, pour moi, ça s'arrête là. On peut pas. Sauf sur des textes qui, comme je vous disais, ont peu de valeur ajoutée. Hum. Enfin, peu de valeur ajoutée. Des fiches produits, quoi. On Y a va pas pas citer des d'enjeu. normes. Ouais, voilà, il y a moins Ouais. d'enjeux. Il y a un enjeu commercial, évidemment. Il faut avoir des tournures de phrases marketing, il faut avoir bien inséré des CTA. Ça, ok. Mais on va pas dedans produire du contenu qui risque d'être faux, voire trompeur. Pour faire un bon prompt, c'est être complet, précis, très spécifique. Et par contre, quand tu as le résultat, bah, le re-challenger et peut-être refaire un prompt, demander d'améliorer. Toujours faire par itération aussi. Demander d'améliorer, de revoir et de gommer les tournures IA. Je rajoute ça en petit bonus, c'est le petit topping, mais on peut demander à une IA de gommer les tournures de phrases qui font trop IA. C'est marrant, hein, mais tu peux lui dire. Moi, je vais le citer pour la première fois, mais le modèle que j'utilise le plus, c'est Claude, modèle d'IA, où je lui dis souvent, dans tel paragraphe, gomme les tournures de phrases qui font trop IA et arrête d'employer. Enfin, on sent que le texte a été généré, donc essaye d'effacer ça. Donc déjà, le texte ne commence plus par dans un monde où, à l'ère du digital, il est crucial. Tu vois, ça dégage. Ouais. Il faut pas oublier le sens du truc, c'est-à-dire que oui, si là vous nous écoutez, vous nous regardez et vous, votre objectif, c'est de faire du discover, de sortir 20 ou 30 articles par jour, automatisé, hein. Et au pire, hein, dans un Hum. article, on invente une étude. En fait, je pense que vous en foutez un peu, c'est pas l'objectif, quoi. Par contre, si vous voulez avoir des trucs clean, des articles qui sont plus evergreen, c'est-à-dire un comparatif de perceuses. Ouais, je ne connais pas le monde des perceuses, encore une fois, mais j'imagine qu'il y a des technologies qui évoluent. Mais s'il y a un modèle qui est référent, on peut peut-être se dire que pendant un an, 2 ans, 3 ans, en tout cas des marques référentes, ça va rester. Donc,
il y a quand même un intérêt à soigner ce contenu, à le générer en partie par IA, et ensuite à rajouter une couche humaine dedans, et à faire un vrai beau comparatif qui, pendant 2 ou 3 ans, sera pertinent et pourra rapporter du business, que ce soit en affiliation, en vente de liens, ou pour vous-même si vous êtes vendeur. Mais la couche qui va manquer, et c'est là où on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est le côté humain et la faculté qu'on a aussi, nous, à faire des associations d'idées que l'IA ne fait pas. Je prends un exemple très précis. Moi, je suis spécialiste des courses d'endurance, courses de voiture. L'IA peut m'aider à faire des résumés de courses, éventuellement. Si je prends tous les communiqués de presse des différentes équipes, si je prends le résumé officiel, que je mets tout ça dans une IA, il va me sortir un résumé de la course avec toutes les infos que j'ai données. Par contre, est-ce qu'il va être capable de dire, tiens, cette course-là, c'est marrant, c'est un peu le même scénario Mm. que la course qui a eu lieu en 2019, parce qu'il y avait déjà eu cette bataille entre ces deux pilotes. Et d'ailleurs, la météo, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ou alors faire une référence aux années 80 en disant, mais on se rappelle de l'épisode entre Porsche et machin. Ça, pour l'instant, elle n'est pas capable de le faire. Et ça, c'est vraiment tes connaissances à toi, ta propre expérience, ta propre vie, ou des éléments qui sont compliqués pour une IA d'associer. Tu vois. Et il y a vraiment un truc à chercher là-dessus. Là, je m'adresse plus aux rédacteurs. S'il y a des gens qui veulent se lancer aujourd'hui pour devenir rédacteur web, je pense qu'il y a encore de la place sur le marché. On n'est pas voué à disparaître. Par contre, il faut être spécialisé sur une ou plusieurs thématiques Mm. et avoir du background, quoi. Avoir de l'expérience. Tu as testé beaucoup d'IA. On a Oui, déjà parlé. oui, Je sais que tu as testé ChatGPT, je sais que tu as bien sûr. testé Claude. Ouais. Ma Bah, première Gemini aussi de chez Gemini. Google. Ouais. Mm. Ma première question, c'est à quoi ça sert de tester plusieurs IA? Ah bah, moi, je l'ai fait par curiosité. Euh, je l'ai fait d'abord par curiosité. Bien sûr, j'étais sur ChatGPT quand c'est apparu. C'était le seul nom. Dans les médias, tu avais l'impression que l'IA était égale à ChatGPT. Donc j'ai fait ça. Et après, j'en ai testé d'autres parce que j'ai trouvé des limites. Et je pense que c'est important de tester plusieurs IA pour comprendre leur fonctionnement respectif. Et aussi pour voir laquelle s'intègre le mieux dans votre process. Pour détailler, tu vois, ChatGPT, je l'utilise plus. Je l'ai utilisé beaucoup, mais je l'utilise plus. Ce que je voyais et pourquoi je pourrais peut-être encore l'utiliser aujourd'hui, c'est que ouais, c'est un outil qui est assez polyvalent, qui peut être créatif si tu le stimules un peu. Si tu lui dis écris à la façon de tel auteur ou fais un texte avec des métaphores par rapport à telle chose, il va te le faire, ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve pas ça non plus fou en termes de complexité de phrase et en termes de champ lexical. Il faut beaucoup lui donner pour qu'il te sorte un truc cool. Et encore, je trouve que ça fait trop. C'est le bon élève, quoi. Tu vois, ChatGPT, c'est le bon élève. C'est de l'IA, c'est du texte généré. Mais voilà, ça manque un peu de créativité. Google, donc Gemini, ah là, c'est pire. C'est-à-dire que Google. En fait, c'est un produit Google. C'est-à-dire Ouais. qu'ils veulent que tu aies une réponse rapide. Donc tu donnes une commande dans Gemini, mais en même pas, je sais même pas si peut-être qu'ils ont fait comme sur Google avec tu sais, le temps de réponse, mais enfin, c'est incroyable, tu as une réponse en dixième de seconde, tu as beaucoup de listes à puces, tu as beaucoup de trucs, des idées bien arrêtées quoi. Ok, donc vous voulez ça, il y a ça, ça, ça. C'est bon? Oui, oui, ok, je vais pas te déranger plus longtemps. Tu sais, ça fait un peu, tu as posé une question, bah tu as ta réponse. Oui, enfin, alors que Claude, donc, puisque c'est le modèle que j'utilise le plus de chez Anthropic, c'est un modèle qui est qui est conversationnel, quoi, où tu peux vraiment avoir des échanges avec l'IA et lui dire, OK, le texte que tu m'as généré, très bien. Par contre, moi je lui parle comme ça, vraiment. Je lui dis, ce texte-là, c'était bien. Par contre, la première partie, le parallèle que tu fais avec tel truc, non, ça tu dégages. La deuxième partie, il faut insérer un bloc commercial. Et la troisième partie, je veux que tu supprimes telle chose et que tu rajoutes un tableau. Et hop, il le fait. Ça, dans le chat GPT, il va le faire. Et tu as quand même une chance sur deux que la troisième consigne, il l'oublie. Et que la première consigne, il l'ait à peine comprise. Enfin, ou il l'ait compris différemment, quoi. Est-ce qu'il y a des IA qui se prêtent mieux à certains types de contenus? Des contenus plus techniques, des contenus plus détaillés, ou alors des contenus où il faut un peu de storytelling, ou c'est dans le prompt que la Euh, différence se fait? ouais. Eh ben, écoute, l'IA de Google, tu vois, Gemini, je trouve que c'est un truc qui est très bien pour synthétiser un texte, par exemple. Tu lui demandes puisqu'il fonctionne par liste à puce et qu'il a vraiment cette capacité synthétique et qu'il veut t'apporter une réponse vite comme Google veut que tu ailles vite là où tu as envie d'aller, bah, tu lui demandes fais-moi un résumé de ce contenu, je veux les 5 points clés. Parfait, ça c'est parfait. Et après, Claude
Claude, pour moi, c'est l'outil qu'il faut utiliser pour la rédaction de texte, rédaction de contenu. C'est Ouais. celui que je trouve le plus efficace parce qu'il peut te sortir un. Alors je sais plus comment c'est sur ChatGPT, mais à une époque, tu lui demandais un texte de 500 mots, il t'en sortait 220. Euh, Claude, tu lui demandes 800 mots, il va t'en sortir 850, quoi. Moi, j'ai vraiment cette approche. Je sais pas si c'est la bonne, mais mon approche, c'est vraiment de générer le contenu et après de me poser en disant ce que j'ai été voir chez les concurrents, c'est vrai, ah oui, ils ont ça, ça, ça. Ok, il faut que moi aussi j'en ai. Et par contre, il faut que j'apporte une touche un peu humaine, quoi. Et Ouais. parfois, c'est juste. Je peux te donner un autre exemple, par exemple des ETF ou des actions. Si vous aviez acheté telle action en 2014 ou en 2016, aujourd'hui, vous auriez fait une belle plus-value. Et ben moi, ce que je vais faire, je vais aller chercher l'évolution du cours de l'action, puisque toutes les données sont dispo, hein, tu vas sur Boursorama, sur un site de finance, peu importe. Je vais aller chercher le cours de l'action, je vais récupérer ce tableau-là, je vais le filer à une IA et je vais dire, OK, part du principe qu'il y a une personne qui a investi 1000 euros en 2016 et qu'ensuite, tous les mois, elle a mis 50 euros sur cette action-là. Donc, du coup, tu pars du principe que, vu qu'elle met 50 euros, bah, quelle fraction d'action elle a acheté chaque mois et du coup, combien ça vaut aujourd'hui. C'est un, c'est un calcul un peu chiant à faire. Ouais. Avant, tu pouvais le faire dans ton Excel. Là, tu files toutes les données et il va te le sortir, il va te faire un tableau, il va dire, bah, voilà, regarde. Et donc, toi, tu fais un paragraphe en disant, voilà l'exemple, si vous mettez 50 euros par mois sur cette action, regardez en un an comment ça aurait évolué. Et tac, tu mets ton tableau. Et ça t'a pris 3 minutes à générer, juste parce que tu lui as donné les bonnes données. Et ça a une valeur de ouf. Ouais. Est-ce que c'est utopique, si je reprends un peu toute la question principale de notre discussion qui était jusqu'où est-ce qu'on automatise, est-ce que c'est utopique de penser qu'on peut créer un contenu de A à Z sans intervention manuelle autre qu'un prompt initial et sans relecture? Pour l'instant, ouais, à mon avis, ça l'est un peu. Pour l'instant, c'est pas trop possible. Pour l'instant, ce qui est possible de faire, c'est du prompt sur du prompt sur du prompt. Et encore, à chaque fois, il va pas te repasser tout le contenu. Il va plutôt. Ce qui marche mieux, c'est d'avoir une base et ensuite, ce que j'ai expliqué, quoi, de lui demander de retravailler partie par partie. Ouais. Mais tu peux ne pas rédiger une seule ligne de contenu. Tu lui demandes juste des Ouais. consignes. Ça, c'est possible. Euh, la relecture, on va dire que du coup, elle est intégrée, puisque si tu lui donnes des consignes, si tu fais des itérations, c'est que tu as quand même relu. Donc, la relecture, elle est toujours là. Automatisée, comme certains le font, par exemple, pour avoir des sites sur Discover ou pour lancer des milliers de sites, où Go. tu branches des outils IA et avec automatique, tu les fais publier sur des WordPress. Ça se fait, il y en a qui le font. Je suis curieux de voir les résultats sur le long terme. Et ouais, ça doit générer pas mal de ronds, mais moi, c'est pas ce que je vends, puisque j'ai un côté édition de site, donc je fais mes propres sites, mais j'ai quelques approches Black Hat, mais sur l'automatisation, moi, en fait, j'essaie de voir mon business de manière durable et je me dis qu'une automatisation de ça aujourd'hui, dans les 6 mois, elle est forcément pétée. Enfin, il va falloir travailler sur. Il va y avoir une API qui va être fermée ou qui va changer. Il va y avoir un modèle qui va dériver, qui va te faire que des listes à puces. Donc, en fait, il faut changer le prompt. En fait, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu l'époque où il y a eu beaucoup d'externalisation, tu vois, où on s'est dit on peut se passer de rédacteurs français. En fait, ce qu'il nous faut, c'est des rédacteurs francophones, donc rédaction offshore, et voilà, on paye moins cher. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont fait ça et qui sont revenus après, qui se sont dit, bah, finalement, ouais, les textes, il y a des textes très bien, il y a des textes pour lesquels ça marchait très bien, mais il y en a d'autres où c'est moins précis au niveau données. Parfois, il y a des problèmes de réactivité, la facturation, enfin bref, plein de choses. Après, il y a eu la période, je salue Laurent Borrelli, la période cocon sémantique, où tous mes clients me disaient, on veut un cocon sémantique. D'accord, très bien. Ils avaient que ça en tête, quoi. Et aujourd'hui, on est sur la partie IA. Donc voilà, les gens veulent de l'IA, mais faut garder une approche. Enfin, c'est une révolution, c'est une vague, tu vois. Il faut savoir en tant que client, il faut savoir ne pas non plus se faire submerger par ça. Et je veux dire, l'approche par cocon, c'est très bien, mais c'est pas la vérité absolue. Sous-traiter son contenu de manière offshore parce que c'est pas cher, c'était pas non plus la vérité absolue à une époque. Donc en fait, il faut toujours savoir utiliser les différentes évolutions. Moi, On a passé l'étape de l'IA qui risque de remplacer les rédacteurs. ouais. Donc maintenant, les rédacteurs qui sont sur le marché, qui fonctionnent bien, ont intégré l'IA à leur process. C'est Mhm. quoi la prochaine étape, la prochaine menace, le prochain gros changement qui peut impacter la production de contenu texte? C'est la prochaine grosse menace, elle apparaît, elle est déjà en place, je trouve. C'est le fait que la rédaction IA soit directement intégrée dans les CMS,
que tu puisses générer du contenu dans un WordPress. Parce que il y a des outils de génération de contenu, mais pour le client, là je parle vraiment pas rédacteur, mais client final, la personne qui a un site e-commerce ou un site d'information, peu importe. Il fallait pour le moment se connecter à une plateforme de génération de contenu et ensuite intégrer le contenu dans ton CMS. Maintenant, la génération, elle est directement dans WordPress. Avec des plugins, ça se fait. L'étape d'après, ça va être en 2 clics dans le CMS. Je précise parce que c'est vraiment important, hein. Quand tu n'as qu'une seule étape de login à faire, ça multiplie quand même l'adoption par les gens. Si tu as quand même un autre service sur lequel il faut aller, se loguer, créer un compte, payer, ça en freine certains. Mais quand tu as tout en un seul point, ça peut faire très mal. L'automatisation, pour moi, l'automatisation des contenus s'arrête là où il faut rajouter de l'humain pour que le contenu soit intéressant et pertinent. En fait, c'est ça. C'est utiliser ça comme une base. Il peut aujourd'hui vous faire 80% du taf. Sur la rédaction pure, c'est-à-dire écrire sur un clavier ou dicter, comme je vous ai expliqué, l'IA peut faire 95% du travail. Mais négligez pas les 5% qui restent, parce que si c'est 95% de l'effort de concentration, les 5%, c'est quand même beaucoup de temps. On disait avant, mais on dit toujours, hein, quand tu mets un contenu en ligne, idéalement, il faudrait passer autant de temps ensuite à le relayer, à le faire connaître sur les réseaux sociaux, via une newsletter. Voilà, là, c'est pareil. C'est OK, l'IA a fait tout ça. Maintenant, prenez ce contenu et optimisez-le, améliorez-le, faites-le vivre. Voilà, c'est ça c'est un peu ça le résumé, quoi. Eh ben, merci Geoffroy d'avoir été là pour ce deuxième Merci à toi, épisode Laura. de discussion. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît et je réalise que je t'ai appelé Geoffroy Barré en introduction. Donc, enchanté Geoffroy Barré. Je t'ai pas reprise, écoute, c'est pas grave. Et en tout cas, c'était chouette d'avoir parlé contenu et IA. Je pense que c'était important qu'on parle de ça et qu'on ait le point de vue d'un rédacteur professionnel, surtout sur ce sujet. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Salut tout le monde! Salut!